Bonjour chers tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur nos différents webinaires Ouest Valorisation et nous avons la chance en fait de pouvoir accueillir aujourd'hui Joseph, Mélanie et Evelyne que je vous présenterai tout à l'heure pour vous présenter le LabCom QVT donc de l'Université de Tours avec la société AD Conseil. Donc nous sommes aujourd'hui réunis pour vous présenter comment réussir votre LabCom en sciences humaines et sociales. Alors, tout d'abord, donc Franck Teston, je suis directeur de la recherche partenariale à la SAT Ouest Valorisation. Et donc, j'ai le plaisir, comme je vous le disais, d'accueillir aujourd'hui donc Evelyne Foucro, donc de l'Université de Tours, de l'unité de recherche 1901 au sein de l'Université de Tours et qui porte le laboratoire commun. Elle est avec, alors vous pouvez faire un petit coucou de la main, comme ça les gens vous identifient. Donc voilà, Evelyne. Mélanie, en fait, qui est juste à côté d'Evelyne, donc qui est rattachée donc, au service partenariat et innovation de l'Université de Tours et qui a accompagné donc l'équipe projet pour cette phase de montage et qui vous parleront donc comment ils ont pu réussir. Et puis, bien, merci beaucoup Joseph Aliani de la société AD Conseil qui va nous présenter aussi pourquoi il s'est lancé en tant qu'industriel dans cette grande aventure des LabCom. Alors, en introduction, qu'est-ce que c'est un laboratoire commun et en quoi répond-il? Donc, l'ANR a créé maintenant depuis plusieurs années un outil permettant de répondre à un défi qui est le développement économique et social des partenaires socio-économiques, en l'occurrence, développer l'innovation et la compétitivité des entreprises et répondre à un besoin de plus en plus criant autour de l'emploi et de l'emploi de R&D et de l'innovation en fait dans les entreprises. Donc un LabCom, comme je vous disais, créé en 2013 par l'Agence nationale de la recherche, qui a pour objectif donc d'inciter des acteurs de la recherche académique et des entreprises. En particulier, le dispositif est ouvert uniquement aux TPE, PME et aux ETI, interdits aux grands groupes, pour créer des partenariats bilatéraux, durables, et on le verra, c'est une feuille de route sur une période relativement longue, de telle façon de construire de façon commune, donc une co-construction d'un laboratoire commun et d'une stratégie de recherche. Alors, excusez-moi, je fais juste un petit parenthèse que j'ai oublié pour les gens qui sont présents à l'atelier. Vous disposez en bas à droite d'un chat qui vous permet d'échanger entre vous et surtout, vous avez juste à côté du chat un onglet questions qui va vous permettre de poser toutes les questions que vous souhaitez au cours des présentations et à la fin de la présentation, nous pourrons répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, n'oubliez pas de poser toutes vos questions dans l'onglet questions et puis le chat qui permet d'échanger avec l'ensemble des personnes présentes. Nous sommes plus de 70 personnes connectées. Voilà. Donc, je reviens sur la présentation, excusez-moi, du LabCom. L'enjeu est double. Dynamiser la production scientifique, générer de nouvelles connaissances et puis donc soutenir l'innovation pour créer à terme une valeur économique. Et justement, Joseph nous permettra, nous dévoilera en quoi ce LabCom est important en termes de valeur économique pour sa société. Alors, d'un point de vue LabCom, quand on le crée, c'est, comme je le disais, une gouvernance commune. Donc, définir une feuille de route recherche-innovation sur une durée de 54 mois. Donc, on est sur des échelles de temps relativement longues. Vous voyez qu'au-dessus, on a des niveaux de TRL de 3 à 6, mais on y reviendra et Mélanie pourra nous présenter en fait ce que représente ou quelle évolution de ces TRL en sciences humaines et sociales. Donc, un programme de R&D sur 54 mois. Ce qui est extrêmement important aussi, c'est qu'au sein de ce laboratoire commun, c'est les moyens. Donc, les moyens, aussi bien en termes humains, matériels et puis financiers, que chacune des parties va pouvoir mettre pour réaliser ce projet-là. On y reviendra. L'ANR octroie une subvention au laboratoire de recherche d'un montant de 363 kg € sur cette période-là. Et après, c'est les moyens consentis par l'ensemble des partenaires. Une stratégie de valorisation qui doit être définie le plus tôt possible et qui permet de sécuriser l'entreprise et aussi le laboratoire sur la valorisation de ces résultats-là, que ce soit en fait des résultats, j'allais dire, qui seront publiés ou qui seront protégés. Et puis, l'ANR, il tient beaucoup, et on le verra dans le slide d'après,
une stratégie pardon, de pérennisation, puisque l'ANR considère que c'est qu'une phase d'amorçage et de savoir en fait ce que les partenaires imaginent au-delà de ces 54 mois en termes de R&D. Et vous verrez qu'il y a plus de 200 Labcom qui sont existants depuis 2013 et un certain nombre sont toujours existants et vivent au-delà de la subvention de l'ANR. Donc, juste pour alimenter, comme je disais, mes propos, aujourd'hui, depuis 2013, 225 laboratoires communs, une vingtaine ou une trentaine de projets sélectionnés par an, 20 en 2022. Donc, vous voyez ici une cartographie en fait régionale des laboratoires communs. Donc, j'allais dire encore plus félicitations aux équipes Tourangelle et Evelyne. Un Labcom parmi les 5 Labcom présents en région, en fait, Centre Val-de-Loire. Et puis, eh bien, concernant Ouest Valorisation, sur nos 2 régions, Bretagne et Pays de la Loire, on essaye, eh bien, de dynamiser en fait ce dispositif que l'on trouve synergique aussi bien pour les laboratoires de recherche que les entreprises. Un point important, vous voyez ici, c'est la répartition de ces laboratoires communs, vous vous en doutez, avec une forte dominante technologique sur ce que j'appellerais plutôt sciences dures. Donc, vous voyez ici en sciences physiques, ingénierie, et chimie et énergie, 42% des projets. Vous retrouvez après la biologie santé, 20%. Et puis tout ce qui est environnement, écosystème, ressources biologiques, 14%. Et tout ce qui est maths numérique, 20%. Sur les 225 projets, vous voyez qu'il n'y a que 4% qui sont dans les sciences humaines et sociales, ce qui veut dire pratiquement une petite dizaine de Labcom. Et c'est pour ça que nous avions souhaité mobiliser et solliciter en fait l'équipe Tourangelle avec Evelyne et puis Joseph et Mélanie qui nous présentent en fait comment ils ont eu l'idée de ce Labcom-là, quels ont été, j'allais dire, alors les freins, mais aussi les opportunités dans leur réflexion, et puis eh bien, comment au quotidien ils le vivent, et voilà, pourquoi en SHS, en psychologie du travail, on décide de faire un Labcom. Voilà, donc j'ai voulu en quelques slides présenter un petit peu le périmètre Labcom, et je laisse la parole tout de suite donc à Evelyne, Mélanie et Joseph, qui vont nous présenter en fait le Labcom QVT, et je reprendrai la main pour sélectionner les questions et interroger en fonction des questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions donc, au fur et à mesure de la présentation. Joseph, Mélanie, Evelyne, je vous laisse la main. D'accord. Donc, je vais prendre la parole. Donc, comme indiqué tout à l'heure, donc je suis Evelyne Foucro. Je vais avoir l'occasion dans quelques instants de vous dire plus précisément, peut-être sur la diapo suivante, effectivement, pourquoi nous nous sommes lancés dans l'aventure. Il s'agit aujourd'hui d'un retour d'expérience, si je puis dire, et ça a été l'occasion aussi, ce webinaire, eh bien, de refaire le point, encore une fois, sur les motivations qui étaient les nôtres à l'origine. Alors, grosso modo, j'ai envie de dire, on avait donc 3 motivations essentielles et qui, je pense, sont utiles pour des personnes qui s'apprêteraient à candidater à ce type de projet. La première motivation, c'était le fait que ce n'était pas une réponse opportuniste. Encore une fois, cette réponse à l'appel à projet, mais c'était une réponse qui était en lien direct avec la stratégie de l'équipe que j'ai le privilège de diriger, l'équipe Calipsi de l'Université de Tours. Pour faire simple, si vous voulez, on est une équipe pluridisciplinaire. On a un domaine d'expertise commun, c'est celui de l'étude des facteurs, des mécanismes qui sont à l'origine de l'altération, au contraire de l'optimisation, de la préservation de la qualité de vie à l'âge adulte, dans la population générale et puis dans des contextes particuliers. Contextes particuliers comme la maladie, comme les addictions, comme les violences, et puis le travail. Autrement dit, le projet QVTI s'articulait directement sur ce domaine d'études qui était le nôtre et qui est le nôtre depuis maintenant de nombreuses années, eh bien, cette préoccupation autour des leviers à actionner pour préserver, restaurer ou optimiser la qualité de vie au travail. Le deuxième point, toujours en lien avec notre équipe de recherche, c'est qu'on a une forte préoccupation applicative des études que nous menons. Autrement dit, nous travaillons sur des modélisations théoriques des déterminants de la qualité de travail, mais nous avons aussi cette volonté d'apporter notre modeste contribution à la réflexion sur, je dirais, des leviers empiriques, sur les modalités empiriques d'accroissement de la qualité de vie au travail. En ce sens, on a une longue tradition, et tu le disais, hein, Franck, à l'instant, hein, d'articulation, encore une fois, entre la recherche et puis les préoccupations de terrain. J'en veux pour preuve le nombre de tests CIFRE, par exemple, que nous avons au sein du collectif de recherche. Articulation, enfin, avec la politique de nos tutelles.
À quoi on fait référence? Pour parler là aussi de manière très simple, et ça n'est pas d'une originalité folle, mais l'Université de Tours, comme aujourd'hui la plupart des universités, a cette volonté de porter une politique de recherche dans la société et pour la société. Et nous avons, je dirais, dans ce cadre-là, pu bénéficier du soutien déterminant, et je le dis non pas parce que Mélanie est à côté de moi, mais parce que j'en suis intimement convaincue, on a bénéficié du soutien tout à fait déterminant du service, des partenariats, de l'innovation et de la valorisation qui nous a accompagnés tout au long du projet. Peut-être on aura l'occasion de rééchanger avec certains d'entre vous sur cet étayage institutionnel pour répondre à ce type d'appel à projet. Alors, donc, effectivement, ça c'est la première raison. La seconde raison qui est probablement encore plus déterminante, j'attire votre attention là-dessus, je pense que Joseph sera complètement d'accord et reprendra cette idée, c'est, je dirais, l'historicité des relations entre le partenaire académique et le partenaire de terrain. Autrement dit, on ne serait jamais embarqué dans ce projet si on n'avait pas eu une histoire à la fois commune, fructueuse, riche, avec le cabinet à des conseils. Cette histoire riche et partagée, vous le voyez, elle s'est concrétisée par notamment la soutenance, le financement et la soutenance de 2 TESIF en 2015-2021, le dépôt de 2 marques INPI autour de la qualité de vie au travail intégré et plus récemment la qualité de vie, conditions de travail intégrées, et puis des recherches partenariales ayant abouti à des valorisations sous forme de communication, d'articles au plan national et international. Et ça, c'est le cœur, probablement, de ce qui constitue, je dirais, la principale motivation au départ pour s'engager dans un projet LabCom. Enfin, dernier volet, là aussi de manière un peu schématique, je vous prie de m'en excuser, mais on avait fait aussi un double constat. Un constat scientifique, un constat terrain. Constat scientifique, quid? Qu'est-ce qu'on entend par là? Nous ne sommes pas la seule équipe à nous intéresser à la qualité de vie au travail. En revanche, ce domaine d'études était caractérisé par un certain nombre de limites. Première limite, segmentation des études qui étaient menées. C'est-à-dire qu'en fait, on a des études qui traitent, par exemple, de l'importance des pratiques managériales sur la qualité de vie au travail. D'autres travaillent sur les ressources individuelles. Bref. Mais on a un champ d'études, je dirais, qui aujourd'hui est extrêmement riche, intéressant, mais très fractionné. Deuxième limite de ce domaine d'études, la plupart du temps, dans un très grand nombre en tout cas de recherches menées, le focus est fait sur les pratiques managériales. Et on dédouane en quelque sorte, si vous voulez, l'organisation du travail de sa responsabilité en matière d'implémentation d'une dynamique en faveur de la qualité de vie au travail de ses collaborateurs. Alors, vous allez voir, ce constat n'était pas anecdotique parce que, au travers des objectifs que nous nous sommes donnés, au travers du LabCom, nous avons voulu aller au-delà de ces constats. Et puis, il y avait des constats de terrain, Joseph. Oui, merci Evelyne, je prends le relais avec plaisir. Merci de cette introduction. Donc moi je suis Fadi Joseph Layani, je dirige le cabinet à des conseils. Nous sommes spécialisés dans les questions de santé et de qualité de vie au travail. Nous existons depuis 15 ans aujourd'hui et nous sommes une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Nous avons une particularité qui est d'avoir à cœur d'asseoir nos méthodes dans les apports de la recherche fondamentale. Et c'est à ce titre, effectivement, j'abonde dans votre sens, Evelyne, que nous avons une tradition de collaboration assez forte avec des acteurs universitaires et particulièrement avec l'équipe Calypsi. Alors, ce constat de terrain dont parlait Evelyne, il est assez simple. Depuis 2009 et le lancement du plan d'urgence pour la prévention des risques psychosociaux par le ministère du Travail, sous l'égide à l'époque du ministre Xavier Darcos, on ne cesse de mettre en avant l'importance de préserver la santé, et en particulier la santé psychologique des travailleurs et des travailleuses. On ne cesse de mettre en œuvre des démarches très coûteuses, souvent de type diagnostic, et j'y reviendrai au sein des organisations du travail, et on ne cesse de voir les indicateurs objectifs de santé au travail se dégrader. Comprennent les arrêts maladie, les indicateurs de santé mentale, les indicateurs de restriction d'aptitude, quels que soient les secteurs d'activité, nous sommes sur une pente de dégradation qui s'est accentuée depuis la crise sanitaire. Ce manque d'efficience, en tout cas, qu'on peut factuellement pointer dans les méthodes d'intervention, nous a amené à questionner plusieurs écueils méthodologiques
dans la façon d'appréhender ces questions de santé psychologique au travail. Premièrement, il existe chez les praticiens une inférence un peu hasardeuse entre ce qu'on mesure et ce qu'on préconise. Qu'est-ce qui me permet d'affirmer que telle pratique agira de façon vertueuse sur la santé et la qualité de vie au travail? Il n'existait, en tout cas à l'époque, aucun modèle capable justement de mettre en évidence ces liens de cause à effet. D'autres écueils aussi plutôt stratégiques. Aujourd'hui, les politiques d'amélioration de la santé et de la qualité de vie au travail sont contextuelles, ponctuelles. On fait un audit par-ci par-là, un plan d'action qui s'essouffle. Par contre, ce ne sont pas des démarches stratégiquement intégrées à la gouvernance des entreprises et qui n'ont pas de caractère permanent et engageant. Donc c'est à partir de ces constats, manque de fiabilité, caractère contextuel, peu d'intégration à la dimension stratégique des organisations, que nous avons, on va dire, ébauché une grille de lecture et une approche que nous avions qualifiée d'intégrative, en partageant un certain nombre de postulats, à savoir que la qualité de vie au travail ne devait pas être un projet, mais une fonction native et stratégique au sein des organisations, à savoir qu'il fallait pouvoir se reposer sur des modèles fiables expliquant les liens de cause à effet entre des pratiques organisationnelles et des effets vertueux sur la santé ou la performance collective. Ces postulats nous ont conduit à nous intéresser à des modèles scientifiques permettant justement d'asseoir la légitimité de cette approche, ce qui nous a conduit à mettre en évidence un modèle des pratiques organisationnelles vertueuses grâce à un travail de recherche conduit avec Calypsy dans le cadre d'une thèse de doctorat CIFRE. Et nous avons ensuite souhaité aller plus loin au travers de ce LabCom pour véritablement développer un écosystème autour de cette approche de la qualité de vie au travail intégrée. Alors, peut-être dans ce cas partager les objectifs de ce LabCom QVTI. Alors l'objectif global, c'est effectivement, comme je vous le disais, à partir de ce modèle, cette modélisation des pratiques organisationnelles vertueuses contribuant à la santé et à la performance durable des organisations, développer un écosystème d'intervention au sein des entreprises pour un management durable de la qualité de vie au travail. Ces objectifs sont doubles. On poursuit, et c'est la caractéristique d'un LabCom, des objectifs applicatifs, mais on poursuit également des objectifs fondamentaux. Je vais laisser Evelyne vous présenter ce volet scientifique et on reviendra ensuite sur les volets applicatifs. Effectivement, peut-être ce que l'on peut dire par rapport à cet objectif, parce qu'on a bien conscience que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui se questionnent au-delà, je dirais, de la thématique de notre LabCom et de son contenu. L'idée, c'est de se dire qu'est-ce qui est important finalement pour répondre positivement et s'engager dans une démarche de réponse à un appel à projet de ce type. Et je crois que ce qui ressort de cette diapositive, c'est notamment toute la réflexion autour du caractère innovant de ce que l'on proposait. Innovation, je dirais, pour le champ scientifique, innovation pour les terrains. Alors, du point de vue scientifique, qu'en était-il ? Cela a déjà été évoqué. Clairement, nous voulions contribuer à ce domaine émergent auquel nous avions déjà, je dirais que nous avions initié, autour de ce que nous avions appelé le construit tout à fait novateur de pratiques organisationnelles vertueuses. En deux mots, de quoi s'agit-il ? Dans la littérature scientifique, il y a beaucoup de travaux qui portent sur ce qu'on appelle les High Performance Work Systems, c'est-à-dire les systèmes au travail qui visent l'accroissement de la performance. Et très peu, quasiment inexistants, les travaux qui, eux, se soucient plus, dans un premier temps au moins, eh bien, des organisations du travail qui portent dans leur stratégie des pratiques visant l'accroissement de la santé psychologique de leurs collaborateurs et de la qualité de vie au travail de ceux-ci. Donc, très clairement, premier objectif, l'idée était de poursuivre les travaux, d'amplifier, notamment en proposant un outil d'évaluation robuste scientifiquement des pratiques organisationnelles vertueuses, celles qui accroissent la qualité de vie au travail. Méthodologiquement, où devrait se situer, lorsque nous serons au terme de ce LabCom, eh bien, nos apports et notre innovation au champ de la recherche. L'objectif ambitieux, et je dois dire que quand on a déposé le projet,
sans doute fallait-il un peu une part, non pas d'inconscience, mais en tout cas de se dire qu'on se lançait et on allait voir ensuite, encore une fois, comment on allait monter en compétence sur ce volet-là, puisque l'idée, c'était de croiser des paradigmes méthodologiques habituels, qu'on va dire hypothético-déductifs. En clair, des modèles que toutes les personnes, je pense, qui nous écoutent aujourd'hui savent ce dont on parle. On a des hypothèses, on va les valider sur les terrains et on tire un certain nombre de conclusions. Là, l'idée, c'était de croiser ces paradigmes, de ne pas y renoncer, mais aussi avec une approche tout à fait novatrice en sciences humaines et sociales et en tout cas en psychologie du travail, avec le recours à l'intelligence artificielle. Autrement dit, d'être en capacité de mettre au jour des modèles prédictifs de la fluctuation de la qualité de vie au travail, qui ne sont pas issus de la littérature, mais qui sont issus directement des données collectées, ce qu'on appelle les data-driven science, si on reprend l'anglicisme habituel. Et ça, pour nous, je dois dire que quand nous avons creusé ce sujet-là, et la collaboration avec le terrain nous a été extrêmement favorable pour avoir cette réflexion, et notamment avec le cabinet à des conseils, eh bien, c'était un volet tout à fait novateur. Maintenant, sur le plan des terrains, Joseph, c'est à vous. Oui, alors pour nous, l'intérêt, il est également très significatif. Comme je vous le disais, l'objectif est de proposer au marché de l'amélioration de la qualité de vie au travail un véritable changement de paradigme. On ne se positionne plus comme des experts, des sachants qui interviennent ponctuellement au sein d'organisations pour faire des photos et dire ce qu'il faut faire de façon descendante. D'ailleurs, les indicateurs de santé au travail démontrent que ça marche peu, voire pas. Il s'agit au contraire d'accompagner les organisations dans l'implantation de pratiques vertueuses au long cours, en transférant une compétence d'animation de la qualité de vie au travail au sein de ces organisations, et d'évaluer en temps réel l'impact de ces pratiques. Et là, on imagine très bien le nombre faramineux de modélisations possibles quand on croise toutes les pratiques et tous les facteurs organisationnels, les métiers, les catégories socio-professionnelles, les facteurs contextuels possibles, le nombre de combinaisons expliquant l'amélioration ou la dégradation de certains facteurs est potentiellement énorme. Donc le fait de pouvoir créer un écosystème où on propose une approche longitudinale au long cours, où la mesure est itérative, et on dispose de la puissance de calcul de l'IA pour identifier justement les liens de cause à effet pertinents, et ben c'est quelque chose d'extrêmement puissant, c'est inédit, et c'est véritablement un changement de paradigme dans les approches d'amélioration durable de la qualité de vie au travail. Alors, pour les apports du LabCom maintenant, justement, à partir du moment où cette idée était posée, c'est intéressant de partager avec vous ce que le LabCom nous a apporté en tant qu'outil et cadre conceptuel de travail. D'ailleurs, ce qui est intéressant de partager avec vous, c'est que cette projection, cette idée d'un modèle intégratif de la qualité de vie au travail préexistait au LabCom, et c'est justement grâce au service de la valorisation de l'Université de Tours, Mélanie aura l'occasion d'en parler, qu'on a eu connaissance de ce dispositif qui était, j'ai envie de dire, l'écrin idéal pour mener à bien ce projet. Le LabCom, c'est avant tout, Franck le disait, des ressources financières et humaines considérables qui permettent l'accélération de la recherche avec une portée véritablement applicative et avec l'idée d'un retour sur le plan de la performance économique pour nos entreprises. C'est la possibilité aussi de créer des terrains d'expérimentation et d'études pour les chercheurs. C'est aussi ça le cercle vertueux qu'on crée. Nos futurs terrains d'intervention, les clients qui vont implanter la démarche QVTI, sont de futurs terrains d'études pour une collecte permanente de données de la part des chercheurs de l'équipe Calypsi. Nous avons d'ailleurs souhaité qu'une part significative de la data collectée de façon longitudinale dans le cadre du LabCom QVTI relève justement du champ de l'open science et puisse être accessible à l'ensemble de la communauté scientifique.
Pour nous, l'intérêt d'innovation, il est évident. On a une nouvelle approche de conseil avec une double innovation. Premièrement, on sera la première structure à proposer une véritable approche intégrative de la qualité de vie au travail fondée sur un modèle scientifiquement validé des pratiques organisationnelles vertueuses. Et en plus, on proposera des protocoles longitudinaux d'amélioration continue de la qualité de vie au travail, fondés justement sur les apports de l'IA. Pour nous, alors, c'est une démarche qui s'adresse clairement à des employeurs à haut niveau de maturité, parce que là, clairement, on implante l'amélioration continue de la qualité de vie au travail au sein de la stratégie des organisations. On est clairement loin de la QVT cosmétique, et des mesures, on va dire, de ludification ou de confort qu'on peut voir dans certaines entreprises. Il n'en demeure pas moins que pour ces employeurs mûrs et prêts à transformer les conditions de travail, nous projetons la création d'un véritable nouveau segment de marché fondé sur une approche totalement nouvelle. Et en ça, le LabCom est un formidable dispositif qui permet de mener à maturation des choses qu'on aurait beaucoup de mal à développer dans des cadres plus contraints, comme celui de la CIFRE, par exemple. Alors, je vous propose de passer justement au détail de ce processus d'innovation au travers justement de la transposition au SHS de la logique d'échelle TRL. Et là, je vais peut-être passer la parole à Mélanie, qui a été le principal artisan de cette traduction, qui ne fut pas forcément simple lors du montage du dossier. Alors, bonjour à toutes et tous. En effet, donc, je suis Mélanie Fauconnier, chargée d'affaires sciences humaines et sociales au sein du service partenariat innovation valorisation de l'Université de Tours. Donc voilà, comme ça a été dit à plusieurs reprises, j'ai contribué à mon échelle à l'accompagnement, en fait, à la rédaction du dossier, puis ensuite à la mise en œuvre du LabCom jusqu'à aujourd'hui. Et moi, je vais vous proposer de revenir un petit peu justement sur ce process d'écriture. Vous aurez compris que les conditions étaient très favorables, tant en termes de confiance entre les partenaires, en termes d'opportunités, à la fois sur le volet académique, sur le volet innovation, mais il n'empêche qu'à un moment donné, voilà, on se retrouve scientifique et entrepreneur devant le dossier à remplir, et que dans notre cas, ça n'a pas été un exercice facile du tout. Alors pour plusieurs raisons. On a remis là sur la slide le descriptif en fait de ce qu'il faut proposer à l'ANR dans ce qu'ils appellent la feuille de route de recherche et d'innovation. Vous verrez en effet que le mot innovation, bon, évidemment, apparaît énormément, mais beaucoup technologique. Et que notamment, il est demandé de positionner des axes de recherche, des axes d'innovation sur l'échelle TRL, alors que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, mais qui, pour un projet en psychologie du travail, est un petit peu difficile à utiliser. Alors, à l'époque, l'échelle SRL que je vais vous présenter tout de suite n'existait pas encore. Donc, nous avons dû en effet essayer de tordre un petit peu notre compréhension finalement de l'avancée des différents axes du programme tel qu'ils étaient conçus par les chercheurs et par la société à des conseils, pour quand même essayer de déterminer voilà, une échelle de maturité TRL. Globalement, c'est vrai qu'on avait deux grands axes, et c'est toujours le cas dans le LabCom, l'une qui est plutôt, je dirais, académique sur les questions de questionnaires, de consolidation de questionnaires psycho, et l'autre qui, par contre, en effet, peut se rattacher à l'innovation technologique, qui est la question du moteur IA, et donc de l'adjonction, finalement, de l'intelligence artificielle sur un objet qui, lui, est SHS. Donc on a en effet fait ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, un porteur de projet qui serait un porteur d'innovation, de projet LabCom, SHS, alors je précise aussi, c'est-à-dire que je pense quand même que toutes les disciplines SHS ne rentrent pas nécessairement facilement dans cette nouvelle échelle SRL, notamment les sciences sociales, je pense, s'y prêtent très bien, mais on a encore certaines disciplines des humanités qui peut-être trouveraient encore relativement absentes cette échelle-là. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui se lancerait aujourd'hui, je pense que ça serait quand même beaucoup plus simple de positionner les axes de recherche et de ce programme donc de
cette feuille de route de recherche et d'innovation sur cette échelle. Alors, vous verrez qu'elle est très proche. C'est une échelle, d'ailleurs, je le dis au passage, mais ça a tout son intérêt, qui a été créée par un LabCom, c'est-à-dire le premier laboratoire commun ANR SHS était le laboratoire Destin, porté par la MSH de Poitiers. Donc, vraiment, entre une entreprise, une société du monde de l'économie sociale et solidaire et des chercheurs en sciences humaines et sociales qui ont co-construit justement cette échelle pour traduire finalement l'échelle de maturité on va dire de la science vers le marché sur des axes technologiques, le traduire sur de l'innovation sociale. Voilà en quelques mots ce que je pouvais dire. Peut-être juste pour élargir, mais on en parlera peut-être après au niveau des questions. L'expérience moi que j'ai pu avoir sur ce montage, c'est qu'en effet, peut-être plus qu'en sciences dures, il faut quand même un petit peu se donner du temps en sciences humaines. C'est-à-dire que même si on a un terreau, vous l'avez vu, qui était absolument favorable. Donc nous, en termes d'accompagnement Service Valo, on est absolument convaincus que ce projet irait jusqu'au bout. Mais on a bien vu qu'il fallait quand même construire des choses ensemble et ça nécessitait une maturation. On a mis, pour vous le dire, de l'ordre de 2 ans à écrire le dossier. Ça a été énormément de travail de part et d'autre. Et bon, ça a été couronné de succès, donc tant mieux. Mais c'est vrai qu'il faut avoir cet esprit, cet élément en tête peut-être spécifique au SHS. Et puis ensuite, là, je le développe pas, mais c'est aussi, à mon avis, une autre peut-être difficulté dans le dossier tel qu'il est présenté par l'ANR, c'est ces questions de pérennité. Vraiment, la trajectoire de transfert et de valorisation, elle est aussi à discuter et à maturer assez longuement, puisqu'on n'est pas sur des modalités de transfert, je dirais, classiques, avec des brevets, puis ensuite du licensing, sur des actifs de propriété industrielle. Mais là encore, on navigue plus sur des questions de marque, sur des questions donc de transfert, là encore, qu'il faut un peu plus inventer de manière spécifique. Pardon, à titre illustratif, effectivement, on a voulu conclure notre propos d'aujourd'hui pour essayer de concrétiser, entre guillemets, tout ce qu'on vient de vous évoquer. Et on s'est dit finalement, la feuille de route de recherche et d'innovation, d'ailleurs, vous le voyez, les maîtres mots reviennent de manière récurrente, c'est recherche, innovation, innovation dans la recherche, innovation pour les terrains. Eh bien, encore une fois, quelle est notre projection et quelle, je dirais, échéance on se donne et quels objectifs on se donne à venir pendant cette durée dont Franck a rappelé qu'elle était malgré tout relativement longue pour un projet de ce type-là. Bien. Alors, là aussi, sans rentrer dans le détail du contenu, parce que je crois que ça n'est pas le propos, l'idée, c'est là de schématiser là où nous en étions avant le LabCom et là où nous espérons arriver, je dirais, au terme de celui-ci. C'est ce qu'on a appelé le process QVTI actuel et le process QVTI futur. À chaque fois, donc, un certain nombre, on va dire, d'attendus, d'étapes qui sont marquées. Alors, je n'ose pas utiliser, je ne sais pas, Mélanie peut peut-être me corriger si je fais erreur. Est-ce qu'on peut parler comme dans une démarche projet de livrable attendu? Quelque part, ça rythme quand même notre démarche. C'est-à-dire que tout simplement, c'est de se dire, voilà, à telle échéance, où en serons-nous, par exemple, sur le volet scientifique du questionnaire des pratiques organisationnelles vertueuses? Est-ce que nous aurons poursuivi, élargi, et dès à présent, je vous dis que ça va être le cas, bien évidemment, et élargi, je dirais, la validation de ce questionnaire. Autrement dit, je dirais, l'avons rendu plus robuste pour qu'il soit utilisé et minimiser les risques d'erreur dans l'interprétation des résultats que nous collecterons avec ce questionnaire. Ça, je crois que c'est très clair. La deuxième chose, est-ce que nous aurons progressé, encore une fois, sur le recours à l'intelligence artificielle et sous quelle forme? Encore une fois, pour pouvoir traiter ces données longitudinales qui vont venir, je dirais, incrémenter une base de données que nous espérons aussi ouverte à la communauté des chercheurs. Donc, vous le voyez, l'objectif à chaque fois, c'est, si moi je le résumais de cette manière, c'est de me dire, in fine, à quelle innovation avons-nous contribué? Sous quelle forme? Avec quelles étapes et avec quelle complémentarité des compétences entre la recherche académique et les connaissances terrain. Nous vous remercions, je dirais, de votre, déjà, dès à présent, encore une fois, de votre attention. Alors, vous allez dire, c'est facile parce qu'on ne vous entend pas, mais on espère maintenant qu'on va pouvoir, je dirais, interréagir avec. Merci beaucoup à tous les trois. Et en effet, je vous propose en fait de débuter en fait la session questions-réponses. Alors, je rappelle à tous nos participants, pratiquement plus de 70 personnes, n'hésitez pas à poser en fait
vos questions sur l'onglet questions et au fur et à mesure, nos invités vont pouvoir y répondre. Alors, première question, plus certainement à l'intérieur, à destination en fait de Joseph. Bonjour, la référence prise pour définir, PME ETI est-elle celle de l'entité juridique ou de l'entité de rattachement? Un exemple, une filiale de 800 personnes rattachée à un grand groupe. Alors, Joseph, je crois que vous ne faites pas partie d'un grand groupe, hein, vous êtes bien une entité, propre à des conseils. Tout à fait, nous sommes une TPE au sens le plus basique du terme. Ok. Alors peut-être pour répondre plus largement à la question, l'appel à projet Labcom, que je le disais, est interdit en fait aux grands groupes. Alors il faudrait qu'on puisse poser la question à Pierre de Souffron, donc qui coordonne en fait d'un point de vue administratif à l'ANR le dispositif Labcom. Je crois savoir qu'une filiale en fait d'un grand groupe n'est pas éligible. Ce qui va être alors de la même façon, je le dis, une entreprise dont les actionnaires ou l'actionnariat n'est pas européen n'est pas non plus éligible. Et donc, si parmi l'Assemblée, il y a des gens qui font partie d'une filiale, en effet, qui serait a priori plutôt une ETI rattachée à un grand groupe, il faudrait se rapprocher de Pierre de Souffron de l'ANR. Mais je dirais, en fait, la réponse, à mon avis, est négative. Elle est vraiment restreinte quand vous lisez l'appel à projet, en fait, à des entités en fait, individuelles non rattachées à des grands groupes. Alors, oui, il y avait une remarque. L'ensemble de la présentation vous sera en fait diffusé automatiquement pour toutes les personnes inscrites, en fait, dès la fin de ce webinaire. Nous avons une autre question. Joseph, oui, pardon, j'ai court-circuité un peu les deux questions. C'est quelle est la taille de votre entreprise? Mais bon, Joseph, vous avez répondu déjà. La taille peut-être pour donner le nombre aujourd'hui de personnes au sein d'AD Conseil. Vous êtes combien de personnes? On est 15. Donc vraiment une toute petite équipe dont 4 fonctions support. Ok. Et à ce jour, une question partiellement mobilisé sur le Labcom, avec par contre la projection d'en recruter deux ETP via un financement BPI France qui seront à 100% consacrés au Labcom très prochainement. D'accord, voilà, Joseph a commencé déjà à répondre en fait à la question suivante en effet, mais peut-être Joseph pourra compléter et Evelyne donner son point de vue laboratoire, c'est les ressources humaines complémentaires à la fois pour l'entreprise et pour le laboratoire, et idem pour les ressources financières. Donc là, Joseph a en partie déjà répondu, une quinzaine de personnes. Je crois 3 personnes dédiées au Labcom actuellement, avec un financement à venir de BPI, le recrutement de 2 nouvelles personnes. C'est ça, Joseph, si j'ai bien compris? Voilà, partiellement. Alors, ce qu'il faut quand même préciser, c'est qu'un Labcom finance le volet recherche fondamentale d'une innovation. Ça ne finance pas du développement commercial, ça ne finance pas du développement technique. Donc nous avons recours à des dispositifs financiers complémentaires pour financer ces volets. C'est important de le préciser. Et c'est quelque chose à projeter. Quand on s'engage en tant qu'entreprise dans un Labcom, on se projette sur des innovations importantes et au long cours qui sont de facto, souvent en tout cas dans le cadre d'une TPE comme nous, difficiles à porter avec les fonctions actuelles. Après, BPI propose des dispositifs de soutien à l'innovation qui sont extrêmement complémentaires des Labcom. Et je l'ai vu dans notre cas, le fait d'avoir un Labcom, c'est déjà un gage de sérieux très intéressant qui ouvre pas mal de portes au niveau de ces dispositifs d'aide à l'innovation. Mais voilà, qu'on se dise bien que pour l'entreprise, le Labcom n'est pas là pour financer un développement commercial. Il est là pour amener à maturité une innovation sur le plan scientifique et applicatif, charge à l'entreprise ensuite de mettre en œuvre des moyens pour les volets, on va dire, développement, marketing assez classiques. Du point de vue de l'équipe, peut-être, Franck, puis-je effectivement réagir en quoi consiste très précisément cet apport en ressources humaines, on l'a présenté comme ça, et financière. Alors, du point de vue des ressources humaines, ça peut se décliner sous plusieurs formes, et tel est le cas d'ailleurs pour le projet QBTI actuellement.
le recrutement, la possibilité de recruter donc des ingénieurs d'études et ou de recherche. On a actuellement un chef de projet qui nous accompagne, Geoffrey, qui est d'ailleurs à nos côtés aujourd'hui. Et pour une durée, on peut se projeter sur 2 ou 3 années, donc ce qui est loin d'être anecdotique, si je puis dire. La possibilité aussi de financer un support ou 2 supports de postdoc. Donc ça aussi, c'est très important, parce que vous l'avez compris, le projet d'aujourd'hui s'inscrivait dans la continuité d'une thèse CIFRE. Donc c'est une possibilité aussi d'amplifier les études menées. Voilà quelques exemples pour je dirais, le caractère complémentaire des ressources humaines. Oui, je pense aussi à une autre chose. On a par exemple recours aussi à des prestations de services au niveau de l'intelligence artificielle, et nous collaborons avec des collègues en interne qui sont des spécialistes, encore une fois, de l'intelligence artificielle, et on a la possibilité de les indemniser pour, je dirais, le travail collaboratif qu'ils exercent avec nous. Et enfin, du point de vue financier, alors effectivement, qu'est-ce que ça nous permet? Il est clair que nous, entre guillemets, la ressource financière, elle est surtout investie dans les ressources humaines complémentaires, puisque je crois que je ne surprendrai personne en disant que ce qui nous manque le plus actuellement pour développer nos études, eh bien, c'est effectivement je dirais, les ressources humaines plus que les ressources financières en sciences humaines et sociales. Peut-être pour schématiser, en effet, la prime, c'est 363 000 € de l'ANR versés au laboratoire académique pour 5 ans. Alors, je passe les détails, il y a 2 étapes, mais je ne rentre pas dans le détail. Donc concrètement, effectivement, le labo apporte le temps de ses personnels permanents, mais le reste, en effet, c'est quand même la subvention de l'ANR, en fait, qui permet, comme le soulignait Evelyne, d'avoir recours à ces recrutements. Et c'est vrai que pour le coup, en sciences humaines et sociales, le besoin est peu, je dirais, dans de l'achat d'équipements très coûteux ou peu dans de l'expérimentation coûteuse. On est vraiment sur un besoin en temps homme, concrètement, et sur du temps homme expert, donc plutôt des docteurs que l'on va prendre en postdoctorat ou effectivement de l'animation de projets de grand niveau. Et puis ensuite, en effet, l'entreprise vient apporter ses ressources propres, alors soit, je dirais, propres, soit via des dispositifs extérieurs, mais c'est en effet un montage qui finalement, tout cumulé, entre 363 000 l'apport, on est, je dirais, peut-être de l'ordre d'1 million d'euros de budget sur 5 ans. On est dans ces ordres de grandeur-là, si on met l'ensemble des ressources mobilisées et perçues par l'ANR. Tout à fait, Mélanie. C'est ce que, en effet, je voulais prolonger en fait vos propos. C'est que là, en fait, les 360 kilos, c'est vraiment que la subvention de l'ANR. Mais classiquement, et j'aime dire quel que soit à peu près le projet LabCom, qu'on parle sur une durée de 5 ans avec les ressources humaines, matérielles engagées par les parties, on est sur des projets quand même avec des investissements de part et d'autre relativement importants. Ce qui me permet de rebondir, en fait, parce que je vois une question en fait d'un des internautes, justement sur à quel dispositif de financement complémentaire peut-on faire appel. Alors, là, c'est peut-être à destination de Joseph, mais aussi du laboratoire. Je sais que, je vais vous laisser répondre, mais je sais que dans le cadre du laboratoire de Tours, vous n'avez pas mobilisé le dispositif CIFRE de mémoire pour le LabCom. Et je tiens à rappeler pour les gens, l'ensemble des personnes qui sont ici, en termes de financement complémentaire, du côté de Ouest Valo, quand on monte un LabCom et quand ça correspond en fait naturellement au projet, on va chercher, on essaie en fait d'adjoindre des doctorants CIFRE qui sont accolés en fait au LabCom, ce qui veut dire que le financement de l'ANRT, donc sur le financement CIFRE, est bien sûr éligible complémentaire au dispositif en fait ANR. Voilà. Et peut-être Joseph ou Evelyne et Mélanie, vous souhaitez apporter un complément sur les dispositifs de financement complémentaires. Tout à fait. Alors, moi, je vais parler du côté de l'entreprise. Alors déjà, hors dispositif de financement, on a des dispositifs incitatifs d'aide fiscale. Il ne faut pas oublier que les ressources mobilisées sur un LabCom sont éligibles au crédit impôt recherche. C'est quand même un coup de pouce assez important. Et je rappelle que le crédit d'impôt n'est pas de la réduction d'impôt, c'est un chèque garanti quoi qu'il arrive pour l'employeur. D'autre part, dans notre cas précis, nous allons avoir recours à 3 dispositifs qui viennent un peu en s'enchaînant et qui sont proposés par BPI France. Alors, un premier dispositif qui s'appelle InnovUp, qui est un dispositif propre à la région Île-de-France, mais dont il existe des équivalents dans la plupart des régions,
qui est un dispositif d'aide à l'innovation qui permet d'avoir un financement de 300 000 €, dont la moitié sous la forme de subvention, ce qui est quand même assez exceptionnel, et l'autre moitié sous forme de prêt sur 7 ans avec un différé de 2 ans. Ce premier dispositif, il sert à financer justement le développement méthodologique et les innovations techniques hors recherche fondamentale. Nous, par exemple, nous allons développer une application qui va permettre à nos clients d'utiliser QVTI et de connecter les moteurs IA. Donc, ça peut financer ça. Ça financera aussi des fonctions de traduction justement des éléments scientifiques en éléments applicatifs, hein, donc une fonction de coordination avec le LabCom, par exemple. Et viennent ensuite d'autres prêts BPI France qui fonctionnent de la même façon avec justement les différés de paiement sur des périodes de 7 ans qui, eux, sont dédiés au développement commercial, donc investissement en marketing, publicité, fonction support dédiée. Donc, ce qui représentera au total un apport d'à peu près 600 KE sur 4 ans de la part de BPI France, dont un quart sous la forme de subvention et 3/4 sous la forme de prêt. Merci beaucoup, Joseph, parce qu'en effet, c'est souvent les questions en fait, des partenaires socio-économiques, puisqu'on va le voir, en fait, j'ai une autre question là-dessus. Le LabCom, l'ANR ne finance pas directement hein, le partenaire socio-économique, il finance que le laboratoire de recherche. Et donc, en effet, c'est d'arriver en fait, à trouver des financements complémentaires pour l'ensemble des parties. Justement, une question encore autour des financements. Comment est réparti le financement et qu'a-t-il financé comme type de dépenses? Donc là, peut-être Evelyne ou Mélanie, sur les 360, sans nous dévoiler en fait tout du LabCom, est-ce que vous pourriez nous donner à peu près les grandes lignes en fait de dépenses sur les 360 kg €? Alors, peut-être 2 éléments de réponse. Comment est réparti le financement? Cela a été dit. Le financement est attribué exclusivement, je dirais, au laboratoire, à Calypsi. Donc ça, c'est déjà très clair. Et je regarde, j'ai sous les yeux, parce qu'effectivement, on ne sait pas par cœur les différentes lignes, mais en regardant, on va dire quasi exclusivement consacré aux dépenses liées aux ressources humaines, c'est-à-dire au recrutement, je dirais, à l'adjonction, encore une fois, d'expertise complémentaire. Et c'est en ce sens que ça contribue véritablement à l'élargissement et à la dynamisation des activités de recherche qui existaient préalablement. Oui, on regarde, c'est quasi exclusivement ça. Alors, y compris, je regarde Joseph, mais il faut me contredire si je fais une erreur, notamment sur la partie développement de l'application. Tout à fait. En fait, cette application, quand on parle d'application, il va y avoir toute une suite d'applications. On va avoir une application côté client donc qui sera vendue dans le cadre de la solution QVTI qui, elle, est développée par les soins d'AD Conseil hors financement LabCom. Par contre, il va y avoir des applications en back-end qui vont faire tourner les moteurs IA et connecter notre application client à des moteurs IA qui vont également fournir justement des données enrichies pour recherche fondamentale. Et cette partie de développement informatique, justement, a vocation à être financée par le LabCom. Merci beaucoup, Joseph, de cette précision. Alors, on va revenir à des questions peut-être un peu plus techniques. Je regarde, il n'y a plus rien sur la finance. Attendez. J'ai une question encore sur la finance. Donc je la prends tout de suite, comme ça, après on reviendra sur un peu plus de la science. Cela veut dire que le laboratoire peut financer des prestations sur le budget LabCom. Oui, en effet, hein, rien n'interdit en effet sur le règlement financier de l'ANR. Vous pouvez, en effet, avec la dotation de l'ANR, financer des prestations. Alors, j'entends, hein, financier des prestations à des tiers, mais à aucune façon, en fait, aux partenaires socio-économiques de la société membre du LabCom. Hein. Il n'y a pas de reversement en interne ou de prestations en interne entre les parties. Mais en effet, vous pouvez très bien faire de la prestation extérieure. Franck, je me permets aussi de compléter peut-être juste parce qu'effectivement, en fait, on a 2 grands volets de financement. On a le volet qui est ultra majoritaire, si je puis dire, qui est lié aux ressources humaines, ça nous venons d'en parler. Et puis, il y a un volet, on va dire plutôt, qui est relatif à ce qu'on appelle des frais de mission. Et nous incluons aussi là-dedans toute la partie valorisation des résultats scientifiques, à la fois au travers de participation à des colloques nationaux ou internationaux, la publication en open access,
d'un certain nombre de nos résultats. Donc, c'est aussi ça, je dirais, une modalité de financement qui nous donne de la souplesse au regard, encore une fois, du travail qui est réalisé. Merci beaucoup. Et en effet, sur l'open access, c'est un point important, Evelyne, de le souligner. On a une question, alors j'espère de pouvoir la bien retranscrire et la comprendre. Sinon, je demanderai en fait à Michael qui nous a posé la question éventuellement de repréciser en fait sa question en fait dans l'onglet questions. Un LabCom peut-il intégrer un groupement dans le cadre en fait d'une réponse à un projet ou un appel d'offres? Alors, de ce que je comprends, c'est une fois que le LabCom est constitué, est-ce qu'il peut le répondre en fait à une réponse à un appel d'offres? Alors, derrière, qu'est-ce que j'y vois? Je répondrai comme ça, mais vous dites si je me trompe pas. Le LabCom n'a pas d'entité juridique. C'est bien deux partenaires avec deux entités juridiques séparées ici, ADN Conseil et Université Tours, qui créent un laboratoire commun ensemble. Mais ce laboratoire commun, éventuellement, il peut être déposé une marque. C'est une marque, un actif qui est commun en copropriété, mais n'a pas d'entité juridique. Donc demain, le LabCom, en tant que tel, lui tout seul, ne peut pas répondre en fait à un projet ou un appel d'offres, je dirais. Par contre, rien n'interdit, puisqu'on l'a fait, nous, dans le cadre d'un autre LabCom en fait, technologique, où les deux parties ayant développé de l'expertise décident conjointement d'aller répondre à d'autres appels à projets de type européen ou répondre à un appel d'offres ou un projet industriel autre. D'accord? Mais c'est autre chose. C'est-à-dire que le LabCom n'a pas d'entité juridique. Maintenant, rien n'interdit aux deux partenaires de pouvoir conjointement aller chercher d'autres financements, répondre ensemble. Mais ça sera bien, j'allais dire, un collectif de deux entités qui répondront. J'espère que Joseph et Evelyne et Mary, vous êtes d'accord avec moi de ce côté-là? Absolument, oui, tout à fait. C'est ça, ouais. Et peut-être préciser qu'un des enjeux un des enjeux que l'ANR demande de gérer, c'est justement le fait que le LabCom n'ait pas d'entité juridique. L'ANR souhaite néanmoins que l'organisation des parties soit complètement formalisée dès le départ et impose dans les 6 mois de démarrage du LabCom à ce qu'un contrat de collaboration soit signé. C'est-à-dire que c'est ce contrat qui fait foi dans l'organisation du travail. Hein. Mais on ne crée pas en effet une entité juridique. Oui, c'est intéressant de le préciser. On peut peut-être aussi rappeler que bien qu'il n'y ait pas d'entité juridique à proprement parler, un LabCom se caractérise par une gouvernance commune. Et justement, l'ANR souhaite qu'on formalise les instances de gouvernance du LabCom, qui peuvent être structurées de façon assez libre, justement, lors du montage du dossier. Et que ces instances de gouvernance soient précisées à l'issue de la première étape du LabCom, qui est la phase de montage. On ne l'a pas dit d'ailleurs, mais cette première phase qui est financée, qui est une phase un peu de tâtonnement au sens constructif du terme, est extrêmement intéressante dans la mesure où elle permet une acculturation et une meilleure structuration du projet. Et on nous demande de formaliser une gouvernance, alors qui n'est pas seulement constituée des deux parties qui contractualisent dans le cadre du LabCom. On peut tout à fait, comme nous l'avons choisi, ouvrir certaines instances de gouvernance à des acteurs institutionnels, d'autres partenaires scientifiques. Là-dessus, on est totalement libre. Mais voilà, il faut que ce soit structuré et bien formalisé. Tout à fait. En effet, Joseph, la gouvernance est importante et il y a deux acteurs en fait qui sont au départ, ce que demande l'ANR, deux parties qui décident de créer un laboratoire commun. Après, dans la gouvernance, vous pouvez en fait accueillir, aller chercher de l'expertise ou de la complémentarité à l'extérieur. Mais c'est bien de l'expertise, de la complémentarité. Ils sont dans la gouvernance, mais ils ne font pas en tant que tels partie en fait du LabCom. Alors, une question, j'imagine, plus à destination de Mélanie, on y revient sur existe-t-il plusieurs versions de la grille SRL et sur laquelle vous êtes appuyé, et y en a-t-il une officielle? Je m'en souviens, c'est la discussion qu'on avait eue ensemble lors de la préparation en se disant on pourrait peut-être pousser auprès de Pierre de Souffron en fait l'axe SRL en fait dans le document de candidature que propose l'ANR. Alors moi, je ne connais que celle qui a été publiée par le LabCom Destin, hein, donc effectivement celle que j'ai mis là en
en illustration sur la diapo, qui est issu en fait d'un article, donc qui explicite aussi comment cette échelle a été construite. Alors, je suis pas spécialiste de ça, sincèrement, il faudrait aller interroger les chercheurs et l'entreprise qui, dans le cadre du LabCom Destin, ont, je dirais, fait émerger ce besoin et ont formalisé la traduction donc de l'échelle TRL en échelle SRL. Donc, à ma connaissance, c'est la seule et unique et authentique, on va dire. Et Franck, je te rejoins, c'est-à-dire que si on avait un petit vœu ou un petit souhait à formuler auprès de l'ANR, ce serait que dans la grille, la trame à remplir, à l'avenir, il y ait un tout petit alinéa qui dise en cas de typologie d'innovation non strictement technologique, ne pas hésiter à se référer à des échelles de type échelle SRL destin, quoi. Voilà. Parce que je pense qu'il y a un certain nombre de laboratoires SHS ou d'entreprises qui sont plutôt dans l'innovation sociale, qui à la lecture du document se disent « Ah ben c'est pas du tout fait pour moi, je ne tente même pas de réfléchir à écrire un dossier comme ça ». Donc Mélanie, en effet, je sais que Pierre est très pris en ce moment puisqu'il est retenu en fait dans des auditions actuellement pour 2 jours, mais nous ferons passer le message auprès de Pierre. Donc Pierre, quand tu regarderas ce replay, voilà, et une pensée pour nous et pour toutes les sciences humaines et sociales d'intégrer en fait la grille SRL. Voilà. J'espère que le message sera entendu par Pierre, mais on saura lui répéter. Alors je vois que le timing, il nous reste 3 minutes. Peut-être que je vais prendre en fait les 2 dernières questions, si on peut, si vous êtes capable de répondre et si les réponses sont courtes. Est-ce que la compétentia est internalisée chez l'un des partenaires ou vers un prestataire extérieur? Non, c'est un prestataire interne. On parle de quelle compétence, pardon? Internalisée. Autour de l'IA. L'IA, Joseph, sur l'IA. Le développement de la grille IA, de la compétence IA. Pour l'instant, elle est portée du coup par un partenaire universitaire, mais qui est une tierce partie, qui fait pas partie des co-contractants du LabCom. C'est un laboratoire, en effet, de sciences informatiques de l'université qui, parmi ses équipes, a une équipe dédiée justement sur les questions d'intelligence artificielle, alors qui applique, qui aime beaucoup appliquer ces modèles théoriques en sciences informatiques à des objets extrêmement variés, dans le domaine de l'imagerie, voilà, il travaille sur toute une série d'objets en fait, voilà, très interdisciplinaires. Et c'est vrai que ils se sont pris au jeu finalement d'appliquer à des modèles en psychologie du travail, à des données telles que vous les manipulez-vous en psycho, pour développer un moteur ad hoc. Donc on va avoir vraiment une innovation, y compris en sciences informatiques là pour le coup. C'est une double innovation, ce moteur. C'est un renversement de paradigme, effectivement, en termes de manière de faire de la recherche en psychologie, mais c'est aussi une vraie innovation technologique dans le domaine informatique. Alors, il nous reste 1 minute. Je ne sais pas si en 1 minute, vous pouvez répondre, et on aura répondu à toutes les questions. Donc, voilà. Pourriez-vous nous dire en quelques mots, donc moins d'1 minute, les grandes lignes de la stratégie de valorisation du consortium? Exercice difficile, mais si nos participants devraient retenir qu'un seul point sur la stratégie de valorisation. Alors, bon, je peux me lancer. On a, comme vous l'avez vu, déjà, alors 2 marques, mais qui est en fait une qui a été renouvelée avec une précision. Je passe sur les détails. Donc, en effet, autour de cette marque, et comme ça a été présenté, en fait, QVTI, alors c'est un laboratoire commun, mais c'est avant tout un écosystème, donc quelque chose de dynamique qui s'enrichit du terrain, s'enrichit de la recherche, et quelque chose d'intégratif, voilà, donc la question de la pérennité, en fait, je dirais que le laboratoire s'enrichit de par lui-même de la manière dont il est construit, par ces collectes de données sur le terrain qui enrichissent les modèles et permettent à la recherche de fonctionner, et puis par la recherche qui va se faire et qui va donc servir au terrain pour mieux, on va dire, effectuer son travail de conseil. Donc, on a, je dirais, un actif qui est la marque et on va travailler cette marque. Alors là, là encore, on construit. Là, c'est de l'innovation valo. C'est-à-dire qu'on va avoir des modèles probablement hybrides entre de l'innovation autour de la marque. C'est-à-dire demain, par exemple, l'entreprise a des conseils qui va marketer une offre de service QVTI, donc sous marque commune. On va organiser des modalités peut-être de retour sur investissement. Voilà. Alors, rien n'est du tout finalisé, mais qui sera soit un retour en cash, soit éventuellement des nouvelles thèses chiffres, par exemple, à nouveau conjointes entre le laboratoire pour continuer à toujours faire
voilà, à la machine de s'améliorer. On a des pistes aussi envisagées sur des questions de formation continue, puisque on considère, nous, en sciences humaines, que quand on a des expertises qui intéressent des secteurs professionnels, des terrains, la formation continue effectuée par voilà, l'offre de formation continue est une forme de valorisation socio-économique. Donc là encore, peut-être sous marque QVTI, et là à l'inverse, hein, c'est-à-dire si l'université vend une formation QVTI, et ben peut-être un retour sur investissement pour l'entreprise. Voilà, donc cet écosystème, on va aussi le travailler de manière assez souple et agile sur les questions d'actifs de propriété et de transfert. Mais c'est à nouveau quelque chose là pour le coup de pas linéaire du tout et qu'il va falloir inventer ensemble. Écoutez, sur ces derniers mots, merci beaucoup. En fait, je voulais remercier donc Mélanie, Evelyne, un grand merci. Joseph aussi, on a eu l'occasion donc de se rencontrer pour l'organisation de ce webinaire. Merci en fait vraiment à l'ensemble des 3 intervenants. Une pensée donc forcément à l'ensemble de tous mes collègues tourangeaux, un petit moment de souvenir, donc je suis obligé de le dire un petit peu. Et puis je voulais remercier en fait l'ensemble des 70, plus de 170 en fait, eh bien, personnes qui sont inscrites à ce webinaire. N'hésitez pas à revenir, vous allez avoir sur le support en fait à la fois les emails de Mélanie, d'Evelyne et puis de Joseph. Si vous avez des questions, ils seront ravis, je pense, de répondre à vos différentes questions. Et puis du côté de Ouest Valorisation et des chercheurs donc, du Grand Ouest en Pays de la Loire et en Bretagne, nous sommes avec l'équipe Ouest Valorisation à votre écoute au quotidien pour monter, on l'espère, beaucoup d'autres beaux projets de l'APCOM en SHS. Et eh bien, écoutez, merci à tous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et encore merci d'être venus aujourd'hui écouter donc, Evelyne, Mélanie et puis Joseph. Et à très bientôt. Voilà, merci, très bonne journée à tous. Et merci à Ouest Valo de l'organisation. Merci à toutes et à tous. Merci.